La banque privée est un secteur en pleine mutation. Les clients exigent aujourd'hui la réactivité du digital, mais aussi la proximité et l'exclusivité d'une relation humaine. Et c'est ce paradoxe qui va structurer l'avenir du métier de la communication en banque privée. Bonjour à tous, je m'appelle Inès Imloui et aujourd'hui je vais vous partager une soutenance donc, sur ma thèse professionnelle. J'ai travaillé 2 années en tant que chargée de communication en banque privée, une première année chez Swiss Life Banque Privée et une deuxième année chez LCL Banque Privée. Euh, c'est autour de ce sujet que ma thèse va se dérouler. Alors pourquoi ce sujet? Donc, la banque privée est aujourd'hui confrontée à une double réalité. Donc, d'un côté, on a une digitalisation qui progresse de façon très hétérogène. Je vais vous donner un chiffre qui est 85%. Donc, 85% des banques privées déclarent investir dans l'intelligence artificielle et dans les outils digitaux, mais la réalité terrain est tout autre. Aujourd'hui, quand on fait un constat de la digitalisation de la communication sur le terrain, elle est encore une fois très hétérogène. Il y a certaines banques privées qui sont digitales, utilisent les IA dans leur communication, tandis que d'autres rament beaucoup plus et mettent plus difficilement en place certains outils. Et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de répondre à cette problématique qui est dans quelle mesure la communication digitale, qui est enrichie par l'intelligence artificielle, va permettre aux banques privées d'améliorer l'expérience client tout en préservant leur ADN premium. Alors, ma recherche va se baser sur une analyse documentaire qui est approfondie, mais aussi 3 interviews de professionnels du secteur. Donc, j'ai interviewé un directeur d'un pôle banque privée, donc Stéphane Lecros, qui est directeur banque privée à Montaigne Champs-Élysées, donc chez LCL Banque Privée. J'ai aussi interviewé Cathy Perrer, qui est la responsable communication événementielle et RSE chez LCL Banque Privée. Et j'ai aussi interviewé Oulaïba, qui est une chargée de communication qui a travaillé dans de nombreuses banques privées et qui aujourd'hui travaille chez Société Générale au Canada. Avant de commencer, j'aimerais vous définir quelques termes pour que tout soit assez compréhensible. Alors, on va parler rapidement de la banque de détail qui est la banque de tous les jours, la banque de tout le monde. Elle est accessible avec un ticket d'entrée de 0 euros. Et pour vous donner un exemple, il y a la banque postale, la banque CIC ou la caisse d'épargne. Et un conseiller gère environ 1500 à 2000 clients. De l'autre côté, on a l'arrivée récente des néobanques premium, telles que Bourso First. Eux ne fonctionnent pas avec des tickets d'entrée, mais avec un système d'abonnement, donc environ 45 euros, 29 euros par exemple pour Bourso First. Mais une fois qu'on est abonné et qu'on est client chez eux, pour pouvoir profiter et bénéficier de certains produits, il faut avoir un certain seuil d'actifs financiers à pouvoir placer. Donc par exemple, pour les produits structurés, c'est 30 000 euros. Si on veut accéder à d'autres produits spécifiques, c'est 100 000 euros. Et les portefeuilles sont quasiment illimités puisque nous n'avons pas de conseiller dédié. Il s'agit d'une relation qui est 100% digitale. Dès que nous avons un besoin et un chatbot ne peut pas répondre à nos questions, nous avons un conseiller aléatoire. Ensuite, les banques privées traditionnelles, elles, le seuil minimum environne les 300 000 euros et un banquier privé va gérer un portefeuille d'environ 300 à 500 clients. Pour les plus grosses banques privées, cela environnera les 1 million d'euros. Et concernant les banques privées suisses, qui sont ultra exclusives, c'est un minimum de 1 million d'euros. Je vous donne juste un terme aussi qui est HNWI, que je vais utiliser fréquemment, qui concerne les High Net Worth Individuals pour désigner les personnes de plus d'1 million de dollars d'actifs financiers à placer. Alors, voilà. Concernant l'histoire de la banque privée, alors c'est assez intéressant de parler de l'évolution de la communication dans le secteur de la banque privée. Donc,
Au tout début, le modèle était basé sur une relation exclusive entre le banquier et son client. Cela s'organisait à travers des rendez-vous qui se faisaient dans des salons et l'objectif était que le client se sente privilégié, il devait vivre une expérience qui lui était faite sur mesure et il devait comprendre que le rendez-vous était consacré uniquement pour lui. La relation a évolué avec Internet, l'arrivée d'Internet, les canaux de communication qui se sont démultipliés, les mails, les newsletters, et le boom a été en 2020 avec la crise sanitaire où il y a eu l'arrivée de la visioconférence. Où là, on a basculé sur un modèle phygital, dont j'en parlerai plus tard. Et en fait, avec ce modèle qui est arrivé, il y a un paradoxe qui s'est créé, car les clients ont des attentes qui sont liées à l'ère actuelle et à leur mode de consommation numérique, donc de l'instantanéité, du digital, une démultiplication des canaux de communication, mais en même temps, ils attendent toujours le sur-mesure, l'exclusivité de la communication en banque privée et aussi le lien avec le banquier privé. Selon Cathy Péréard, du coup, la responsable communication de LCL Banque Privée, l'expérience client haut de gamme va se reposer sur la réactivité, la proactivité et la fluidité. Mais est-ce uniquement le cas? Alors, selon mes recherches, l'expérience client haut de gamme va se baser sur 6 piliers. Tout d'abord, la connaissance client qui est approfondie. Alors, il ne s'agit pas seulement d'une connaissance client et de profil investisseur, mais vraiment un détail du client. On doit savoir quel est son métier, le nombre de personnes qu'il y a dans sa famille, que fait sa femme, et pour vraiment caricaturer, mais c'est un fait réel, une anecdote sur la connaissance client. Une ingénieure patrimoniale que j'ai interrogée m'a parlé du fait que dans un cas de succession de patrimoine, ils étaient au courant que le client avait une maîtresse. Donc, ce sont des informations très personnelles que le banquier doit savoir sur son client. Il y a aussi la question de la proactivité. On ne doit pas attendre que le client vienne vers nous dans le cas d'un problème ou dans le cas d'une demande. On doit aller vers le client et c'est pour ça que l'on doit savoir quel est le mode de vie du client, quels sont les événements qui vont arriver dans la vie du client. On doit aussi personnaliser le contenu, mais aussi la relation avec son client. Quand on invite un client à un événement, on invite un client à un événement qui est susceptible de lui plaire. Des newsletters sont ciblés. Si on va proposer un produit à un client, ce sera par exemple aligné avec ses valeurs. Si le client est intéressé au durable, on lui proposera des produits financiers alignés avec ses valeurs, encore une fois. L'exclusivité doit être tangible. Elle se traduit par des événements exclusifs. Elle se traduit par des attentions lors de rendez-vous. Encore une fois, des produits qui sont alignés avec ses valeurs. Il y a aussi la question de la confidentialité qui doit être absolue. Avec la multiplication des canaux de communication, il y a un risque qui grandit, mais qui doit être maîtrisé. Et encore une fois, ce sont des données sensibles qui sont traitées dans le cas d'une banque privée. Et il y a aussi la notion de continuité relationnelle, puisque c'est très important qu'un client ait le même banquier tout au long de l'évolution de son parcours au sein de la banque, pour que la connaissance client soit de plus en plus approfondie. Donc vraiment, ces 6 piliers sont liés. Tout cela entraîne des enjeux qui sont stratégiques. On a la fidélisation, comment maintenir une relation premium dans ce contexte digitalisé. Il y a la question de confidentialité et de confiance, puisque encore une fois, les données traitées sont très sensibles et avec la multiplication des canaux de communication, le risque augmente. Il y a la notion de personnalisation. Moi, j'appelle ça les 3 B. Il faut délivrer le bon message au bon client et au bon moment. Il y a aussi la question de la concurrence. Comme je l'ai dit précédemment, il y a l'arrivée des néobanques premium, qui sont très alignés avec le full digital et l'attente full digital des clients. Et la question de réactivité, il faut pouvoir réagir vite, comme l'a mentionné Stéphane Lecroc, qui est le directeur du pôle banque privée de LCL Banque Privée.
L'évolution est majeure dans le secteur banque privée et aujourd'hui, les clients attendent une instantanéité. À l'époque, on pouvait prendre plusieurs jours pour répondre à un message, 24 heures, 48 heures. Aujourd'hui, ils attendent que l'on leur réponde instantanément. Passons maintenant à la digitalisation des canaux de communication. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, pour les rendez-vous clients, on passe en mode phygital. Donc, il y a un mix entre le présentiel en salon, donc des salons feutrés, comme je vous l'ai expliqué, avec un rendez-vous qui est sur mesure, et la visioconférence, qui permet d'adapter aux clients qui ne peuvent pas se déplacer, comme par exemple lorsque nous avons des clients qui prennent de l'âge et qui peuvent de moins en moins se déplacer, ou tout simplement des clients qui n'ont pas le temps. Ensuite, pour l'événementiel, on passe aussi en mode phygital. On a des événements qui sont en présentiel et qui sont exclusifs. Lorsqu'on fait un événement en présentiel, on doit apporter en fait quelque chose que le client ne pourrait pas avoir, une expérience que sans nous, il ne pourrait pas avoir. Ça peut être une privatisation d'un lieu, ça peut être une découverte d'une technique de bijouterie ou de monstre, ça peut être vraiment plein de choses. Et encore une fois, ça doit être aligné avec les attentes des clients. Et le modèle digital concerne par exemple tout ce qui est webinaire. Ça peut être aussi des tables rondes digitales où là, on peut les informer avec des experts qui peuvent être situés partout dans la France et atteindre beaucoup plus de personnes. Et ça a aussi un avantage pour les banques puisque c'est évidemment moins cher. Donc le coût est moins important pour ce type d'événement. Au niveau des canaux institutionnels, on a évidemment, on est passé du courrier traditionnel à la newsletter, aux applications comme par exemple LCL Actu Patrimoine, où il y a tout un tas de communication telles que des podcasts, des vidéos, des articles de fond qui sont mis à disposition pour les clients et aussi les outils relationnels où là c'est spécifique aux banquiers privés et à leurs clients où là on a des extranets sécurisés, il y a les chatbots, plein de messageries sécurisées qui sont mises à disposition pour les banquiers et la communication avec leurs clients. Pour vous donner un chiffre, on a 85% des banques privées qui ont intégré ces canaux de communication digitale. Au niveau des apports de l'intelligence artificielle dans la communication bancaire, alors elle se fait sous 3 formes. Tout d'abord, l'IA algorithmique. Donc, il peut y avoir des scoring prédictifs, de la segmentation. On peut aussi anticiper des potentiels moments de vie, par exemple une succession d'entreprises. Et ces données vont nous permettre, encore une fois, d'anticiper et de pouvoir être proactifs. Grâce à l'IA générative, on va pouvoir automatiser beaucoup de tâches, produire davantage de contenu, comme par exemple produire davantage d'articles de fond, répondre à des mails de manière automatique, analyser et produire du contenu sur des notes patrimoniales. Et grâce à l'IA conversationnelle, donc tout ce qui est chatbot, messagerie sécurisée, FAQ, on va pouvoir ne plus perdre de temps sur des tâches qui font perdre actuellement beaucoup de temps. Donc des tâches très chronophages aux banquiers, puisqu'aujourd'hui, ils sont très sollicités toute la journée pour les demandes type code erroné, des cartes oubliées, vraiment des tâches et des questions auxquelles beaucoup de dispositifs digitaux peuvent répondre et permettre de trouver des solutions plus rapidement et qui permettent de gagner du temps en fait aux banquiers privés pour se concentrer sur le cœur du métier qui sont les rendez-vous clients. Donc on a par exemple UBS avec MyWay qui crée des contenus sur des articles de fond très intéressants pour leurs clients et à partir de ça, grâce à l'IA, ils produisent des vidéos très qui entre guillemets vont vulgariser des sujets plus compliqués pour leurs clients. Donc c'est très intéressant et c'est toujours supervisé évidemment par l'humain. Évidemment, ces outils et toutes ces belles évolutions ont des limites. Donc l'intelligence artificielle a évidemment des limites. Avec l'IA algorithmique, il y a un risque d'erreur prédictive parce que comme je vous l'ai dit précédemment, on peut potentiellement prédire des moments de vie qui vont arriver, mais voilà, l'IA n'a pas une boule de cristal. Donc, elle ne peut pas être très précise et c'est pour ça que l'IA doit toujours être alimentée par la relation entre le banquier et son client. Et il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte,
les clients ne diront pas tout par écrit. Ils préféreront toujours le dire à leur banquier lors d'un rendez-vous en présentiel, à l'abri des oreilles indiscrètes. Donc forcément, le risque d'erreur est assez important. Aussi, au niveau de l'IA générative, il y a un risque majeur puisque, comme je l'ai dit précédemment, utiliser les IA pour pouvoir produire davantage de contenu est très intéressant, peut faire gagner beaucoup de temps. Pour répondre aux mails, ça peut être aussi très intéressant, mais lorsqu'on envoie de façon massive, il y a une perte de personnalisation, il y a une perte de premium et il y a un risque de standardisation pardon, des messages. Aussi au niveau de l'IA conversationnelle, encore une fois, le côté déshumanisant des robots, entre guillemets, est un point qui peut ne pas plaire aux clients qui attendent une réponse faite par un expert, un banquier privé, un juriste fiscaliste, mais pas forcément une IA. Ensuite, on va passer à la notion de high-tech, high-touch, qui est un concept qui, selon moi, résume bien ces enjeux dont on a parlé précédemment. Donc, tout d'abord, high-tech, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'usage de technologies. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ça peut être de l'IA prédictive, ça peut être toutes les plateformes mises à disposition, ça peut être tous les canaux de communication. Et le côté high touch, c'est vraiment la dimension humaine où l'expert va mettre en lien la relation qu'il a avec son client, ses connaissances personnelles et utiliser l'IA. Et je trouve que ça se résume très bien par une phrase qui est l'IA prépare et l'humain incarne. Ensuite, pour parler brièvement des entretiens que j'ai réalisés, je vais vous relever quelques éléments qui sont selon moi importants et quelques notions clés. Donc, selon Stéphane Lecroc, les notions à retenir sont encore une fois l'instantanéité qui est devenue un critère clé. Le modèle digital, donc entre la visio et les salons. Et enfin, en troisième point, l'IA qui est utile pour les tâches qui sont aujourd'hui très chronophages et qui ne doit absolument pas remplacer l'expertise et le côté humain de la relation entre le banquier et son client. Concernant Cathy Péréard, 3 points aussi également à retenir. Tout d'abord, l'expérience client qui doit reposer sur la réactivité, la proactivité et la fluidité dans les communications. Elle m'a aussi informé que la communication doit aussi avoir un bon dosage puisqu'on a tendance parfois à produire trop de contenu grâce aux IA en pensant bien faire, mais il faut faire très attention à ne pas saturer le client d'informations. Et encore une fois, l'intelligence artificielle est un très bon outil, mais il faut qu'elle soit combinée à la créativité des communicants derrière pour pouvoir apporter une valeur ajoutée. Voilà, sa phrase était: quelle est la valeur ajoutée du communicant à l'IA? Et concernant Oulay Ba, qui est encore une fois chargée de communication, elle m'a parlé de SoGPT, qui est une IA qui est interne à Société Générale. Et elle m'avait expliqué que tous les outils utilisés chez Société Générale étaient internalisés, qui était une notion que je trouvais très intéressante pour concernant les données, en fait. Et encore une fois, le fait que l'humain devait rester la valeur ajoutée. Donc tout ça, c'est bien beau, mais il faut parler des contraintes opérationnelles. Alors aujourd'hui, les ressources humaines sont très limitées. Les équipes de communicants sont en général de 2 personnes à 3 personnes. Pour vous donner un exemple qui est réel, Ouleiba, qui aujourd'hui travaille chez Société Générale au Canada, est chargée de communication, a sa responsable communication, et elles sont 2 dans l'équipe communication Société Générale Canada. Donc seulement 2 personnes. Ensuite, il y a une forte externalisation qui est due à ce manque de ressources. Donc les équipes communication ont tendance à avoir recours à des agences pour pouvoir produire du contenu qu'elles ne peuvent pas par manque de temps ou par manque de personnes. Le budget aussi de la communication est très réduit. Il est égal à moins de 0,5% du PNB d'une banque. Donc au final, c'est très très peu.
Donc, ce qui ne permet pas en fait d'être en accord avec les ambitions des banques privées par rapport à la communication. Quand on a des banques qui nous demandent de faire des événements à de 200 personnes, 150 personnes, mais que le budget est très limité, c'est souvent ça pose problème. Et enfin, il y a la question des gestions de crise, puisque il y a plein de canaux de communication qui ne sont pas utilisés pour pouvoir gérer des crises. Et au final, c'est une contrainte dont on ne peut pas faire face aujourd'hui. Au niveau de mes recommandations, alors aujourd'hui, les IA, encore une fois, sont très peu utilisées en banque privée. Donc ce que je recommande, c'est vraiment d'avoir des IA internalisées. Alors certes, elles ne seront pas aussi performantes qu'un chat GPT, mais ça limiterait vraiment les risques de fuite de données et notamment tout ce qui concerne le shadow AI. Ensuite, ce serait vraiment bien d'utiliser les CRM, puisque toutes les banques n'utilisent pas de CRM enrichi par l'IA. Beaucoup de banques en communication n'utilisent pas du tout de CRM. Évidemment, de continuer d'utiliser des plateformes sécurisées. Alors, je sais que certains banquiers privés privilégient certains canaux tels que WhatsApp pour communiquer, ce qui n'est absolument pas sécurisé. Donc, vraiment, continuer de communiquer dessus. Au niveau des recommandations, formation, accès humain, former sur l'IA, mettre en accord avec, encore une fois, le terrain, puisque aujourd'hui, il existe pas mal de formations sur l'IA pour les, collaborateurs, pardon, mais il n'y a pas d'IA disponible dans les banques. Aussi des formations aux réseaux sociaux pro. Donc, dans un premier temps, LinkedIn, une acculturation LinkedIn serait très intéressante, puisque c'est quand même assez important de pouvoir communiquer dessus, mais également X pour certaines actualités. C'est assez intéressant, je trouve, comme réseau social à utiliser. Et évidemment, le développement des soft skills. L'objectif final, c'est d'avoir un banquier privé qui est augmenté, qui est capable de autant manier l'humain que l'IA. Et au niveau de ma vision, encore une fois, l'objectif, c'est d'être aussi compétent que les néobanques premium d'un point de vue digital, mais d'avoir le premium des banques suisses. Et pour conclure, d'un point de vue communication, l'objectif, c'est d'avoir une ossature qui est invisible de la relation client. Le digital et l'IA sont des opportunités réelles sur lesquelles il faut travailler, mais elles doivent être en adéquation avec le terrain. Et au niveau de l'avenir, une petite phrase pour terminer, digitalement intelligent, mais fondamentalement humain. Il faut garder le côté digital, mais l'humain est essentiel et c'est ça qui va faire la différence des banques privées traditionnelles. Merci pour votre attention.